Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui, on plonge dans 13 sujets brûlants qui résument parfaitement l'état de notre monde. Mais avant tout, les amis, on n'oublie pas les likes, les partages. Et si tu apprécies mon contenu, je te propose de t'abonner. Sataniaou, les amis, il est en train de lire un livre. Le livre s'intitule « Les Juifs contre Rome ». Quand un dirigeant se compare à un peuple antique en guerre, c'est rarement innocent. Les gens se demandent pourquoi Sataniaou lit ce livre. À mon sens, il ne cherche pas à comprendre l'histoire parce que l'histoire, Sataniaou la connaît. Il cherche à s'y projeter. Il choisit un récit où un petit peuple se bat contre un empire pour pousser une idée précise. Israël serait aujourd'hui ce peuple assiégé. Et ceux qui le critiquent seraient la Rome moderne. Pourquoi est-ce si grave à mon sens? Parce qu'il transforme une guerre actuelle en mythe héroïque pour tout justifier. Si un dirigeant a besoin d'un récit biblique pour légitimer ses actions, c'est que la réalité, elle, ne suffit pas. Plainte pour violence sexuelle dans une école. Quand des enfants parlent que les institutions se taisent, c'est qu'il y a un problème profond. Mais vraiment un gros problème. 3 animateurs suspendus pour des faits graves. Mais personne n'explique rien. Pourquoi? Parce que chacun protège son image. La mairie évite le scandale. Dati transforme l'affaire en coup politique. Et les familles restent dans le noir. Le vrai scandale est là. Les enfants sont les dernières personnes dont on s'occupe. L'opacité ajoute de la peur à leur douleur. Billie Eilish insulte Elon Musk. Quand une star explose littéralement, publiquement en plus, c'est qu'elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Enfin, en tout cas, moi oui. Mais je pense que vous aussi. Elle ne s'en prend pas à Elon Musk pour juste le plaisir. Elle attaque ce qu'il représente. Des milliardaires capables de changer le monde actuel, mais qui préfèrent grossir leur fortune. Elle liste tout ce que Musk pourrait financer. La fin de la faim dans le monde, la reconstruction de Gaza, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la richesse extrême n'est pas un problème de moyens, mais de priorités. Et ces priorités ne sont pas humaines. Torture, sexe, documenté, les amis. Quand les témoignages deviennent insoutenables, c'est qu'on a atteint le cœur de l'horreur. Les récits parlent des viols, d'humiliation, de violences organisées. Pas d'erreur, pas de dérapage. Un système pensé pour briser. Pourquoi est-ce si grave? Parce que les ONG sont empêchées d'enquêter. Quand on bloque les observateurs, c'est presque toujours pour cacher l'ampleur des crimes qu'on ne veut pas voir exposés. Blanche Gardin, vous connaissez Blanche Gardin, blacklistée depuis. Elle fait enfin son retour. Quand un sketch te coûte 15 mois de carrière, ce qu'il existe des sujets interdits. Toute personne critiquant Israël est détruite médiatiquement. Personne n'a jamais été puni pour critiquer les Palestiniens. Pourquoi est-ce important? Parce que ça prouve que la vérité n'est pas du côté de ceux qui censurent. Blanche Gardin a été punie non pas pour ce qu'elle a dit, mais pour avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. On n'étouffe pas un mensonge, on étouffe toujours la vérité. À Hébron, Israël soude des portes des maisons palestiniennes.
Souder une famille chez elle, ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'humiliation. Souder les portes n'a aucun sens militaire. C'est un message, on décide de ta liberté. C'est une technique coloniale, enfermer, dominer, déshumaniser. Mais le plus grave est ailleurs. Les enfants israéliens qui voient ce genre d'actes sans sanction vont grandir convaincus qu'humilier un peuple est normal. Une génération élevée dans l'impunité devient une génération dangereuse. Quand la guerre devient un divertissement, ce n'est plus elle le problème, c'est nous. Des Européens auraient payé pour tirer sur des civils. La justice italienne enquête. Le plus grave, c'est que ça révèle sur nous. Certains n'ont pas besoin de devenir des monstres. Ils sont nés monstres. La guerre ne crée pas l'inhumanité. Elle la révèle. Quand tuer devient un loisir, ce n'est plus un conflit. C'est un miroir de ce que l'homme peut devenir quand plus rien ne l'arrête. Regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe en Cisjordanie, et que sais-je encore. Zoran Mandani affirme qu'il ferait arrêter Netanyahou s'il vient à New York. On a déjà traité ce sujet. Mais là, cette fois-ci, il est élu, je crois. Donc, quand un maire dit ce que aucun chef d'État n'ose dire, ça expose évidemment toute l'hypocrisie du système. Mandani dit ceci. S'il vient ici, je l'arrête. Je fais, moi, personnellement, my second life. Je fais mon mea culpa. Je l'avais critiqué. Mais, par contre, sa phrase révèle une fracture. Certains élus américains protègent Israël, quoi qu'il en fasse. Mandani, lui, rappelle que la loi devrait être la même pour tout le monde. Pourquoi c'est un coup? Parce que moi, je l'avais condamné dans ce sens, en disant qu'il se servait de cette histoire de Gaza pour pouvoir être élu. Et là, je ne pense pas que je sois dans l'erreur, malgré évidemment son combat. Évidemment, je loue son combat. Okay? Je ne critique absolument pas son combat. Par contre, je disais que sa phrase était un coup de com'. Parce que tout le monde sait que Netanyahou ne sera jamais, jamais, jamais inquiété aux USA. Alors oui, c'est un coup de communication. Mais un coup qui expose la lâcheté des autres. L'Union africaine recadre Trump. Quand un président transforme une stratégie en slogan, évidemment, toute vérité disparaît. Trump invente un géno-chrétien pour séduire son électorat, évidemment. L'Union africaine rappelle que les terreaux frappent chrétiens et musulmans. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'un mensonge d'État simplifie une crise complexe pour la transformer en arme politique. Meir Habib expose ses messages privés avec Macron. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que le président français vous en veuille de publier ces messages, même si on connaît votre proximité avec lui? Il est OK avec ça? Pas du tout. On a communiqué, je vous dis après. Il m'a donné encore 2 messages. Il m'a mis même avec un petit smiley demandé de pas les sortir. Je l'ai fait pour lui donner le crédit sur le coup du fait qu'il a, suite à mon intervention, décidé et en dernière minute d'annuler ce boycott. Et donc, je l'ai dit, je le mets. Je n'ai aucun souci à le faire. C'est la façon lorsqu'on communique sur Twitter. J'ai des rapports de très longue date, bien avant qu'il soit le président de la République. Quand un député ou un ex-député exhibe ses conversations privées avec le président, c'est qu'il se croit intouchable. Il se croit intouchable. Il sait très bien qu'en France, on ne pourra jamais rien lui faire. Le problème n'est pas qu'Habib défend Israël, c'est qu'il montre fièrement ses échanges privés avec Macron
pour prouver qu'il influence la France au profit d'un autre pays. Un élu ou un ex-élu français qui place Israël avant la France. Et en plus de ça, il s'en vante. Là, je ne vois pas les Zemmour et compagnie. Hein. C'est plus que du lobby. C'est une loyauté inversée. Une trahison politique, évidemment, symbolique. Un fondateur de milice coloniale présenté en héros. Quand détruire devient un acte héroïque, c'est que le récit est vraiment malade. Feldbaum, aider à détruire des maisons palestiniennes. Mais on le glorifie. Voilà comment fonctionne la colonisation, transformer les bourreaux en martyrs pour éviter de regarder la réalité. Ben Gvir humilie des Palestiniens en filmant leurs maisons. Quand un ministre agit comme un colon extrémiste, c'est un ministre colon extrémiste, c'est qu'il n'y a plus de limite, les amis. Tout le monde voit ça, tout le monde... c'est normal, il peut faire ça, il est juif, donc tout lui est permis. Ben Gvir entre dans des maisons, filme des familles humiliées, et il s'en vante. Il veut montrer qu'il peut tout faire. Ce n'est pas un dérapage. C'est la preuve qu'Israël assume désormais une posture ouvertement provocatrice, où l'humiliation devient un outil politique. Je peux les humilier, je peux les tuer, je peux faire d'eux ce que je veux, parce que je sais que le reste du monde, ils sont d'accord avec moi. Ils veulent la même chose que moi. Moi, je le montre, eux ne le disent pas. C'est juste ça la différence. Le prêtre Antoine Exelman, accusé d'agression sexe. Bip. Quand les protecteurs deviennent prédateurs, comme on dit, hein, le monde s'effondre, tout s'écroule, les amis. Le Exelman utilisait la religion et la confiance pour masquer des actes prédateurs. Une trahison totale envers des mineurs vulnérables. Comme d'habitude, l'institution protège son image avant les victimes. Le foulard, les amis, un faux débat. Vraiment un faux débat. Et de toute façon, les chiffres dérangent, évidemment. C'est une honte ce qui est en train de se passer en France, qui est un grand pays. Et vous savez, ce sondage, il dit quelque chose qu'aucun média ne va sortir. Parce que la question a été posée. Ils ont osé la poser. Et ils se disaient que s'ils n'allaient pas la révéler, dans les sous-titres, on allait le chercher. 2% des femmes interrogées disent qu'elles subissent une pression à la maison pour porter le foulard. 2%. Ça veut dire que 98% des femmes ne subissent aucune pression. Je défends pas le foulard, je défends la liberté de se vêtir comme elles l'entendent. Ma maman ne porte pas le foulard, mon épouse ne porte pas le foulard, mes filles ne portent pas le foulard. Pour autant, je défends les femmes qui ont décidé de le porter par une libre conscience, par un choix individuel. Je les défends parce que je défends la liberté. Et quand on est un vrai démocrate, un vrai défenseur de la liberté, on défend la liberté pour une femme de le porter si elle le souhaite, de ne pas le porter si elle le souhaite. On la protège de toutes les oppressions, de toutes les obligations. Mais en aucun cas on ne la stigmatise parce qu'elle porte un foulard. Karim Zeribi le dit sans détour. 2% des femmes subissent une pression pour porter le foulard. Pas 20, pas 50, mais 2. Et pourtant, on parle du foulard comme si toute une génération de femmes était enfermée chez elles. 98% des femmes ne subissent aucune pression. Point. On parle de liberté, mais dès qu'une femme choisit le foulard, cette liberté, tout d'un coup, elle disparaît. La vérité est simple. Le débat est gonflé pour faire peur. Et ce chiffre, il fait peur. Mais seulement à ceux qui vivent du mensonge. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine. Mais la discussion continue dans les commentaires. Laissez des pouces bleus, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.